Super. Allô la Terre, voilà, bonjour à tous. Alors c'est ça, on souhaitait vraiment avoir tes lumières aussi sur cette situation parce que tu es anthropologue et tu interviens beaucoup dans les médias également, donc je pense que tu as des choses intéressantes à nous partager. C'est vraiment la crise de notre société de consommation, la façon dont on le voit et la panique qui s'ensuit nous révèle énormément de choses. Tout d'abord, le fait qu'on n'arrive pas à casser nos habitudes. Or, pour pouvoir penser différemment, pour pouvoir même avoir l'imaginaire nécessaire pour prendre en compte ce qui nous arrive, il faut élargir son état d'esprit. La pénurie de papier toilette qui a fait rire tout le monde est quand même symptomatique du fait qu'on n'arrive pas à casser nos habitudes. J'ai toujours fait comme ça, comment vais-je faire dès demain? Ensuite, on voit tout de suite revenir les réflexes primaires au sens premier, c'est-à-dire que pour éviter de prendre en compte l'absurdité des choses, parce que les virus, évidemment, on peut comprendre comment ils arrivent, les mélanges, la domestication des animaux, etc. Mais finalement, entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, eh ben, c'est aussi une histoire de hasard. Mais notre société refuse, la certitude, et ne veut absolument pas comprendre cette histoire de hasard. Alors, on va mettre en place ce que René Girard appelait la stratégie du bouc émissaire. On va désigner un ennemi. Et cet ennemi, alors aujourd'hui c'est facile, c'est Wuhan, c'est la Chine, c'est les autres qu'on va qualifier de sauvages. Le principe du bouc émissaire, c'est préférer faire la guerre de tous contre un plutôt que de tous contre tous. Alors là, c'est donc la Chine, parce que évidemment ils font des choses que l'on estime naturellement dégoûtantes. Un pangolin et une chauve-souris, vous voyez donc comme ces gens-là ne sont pas évolués, civilisés, en tout cas comme ils sont différents de nous. Arrêtons-nous, puisque nous avons le temps pendant ce café, sur la façon dont nous-mêmes nous pouvons admirer, ou commenter, voire critiquer ce que l'on appelle au rugby nos meilleurs ennemis. J'ai nommé les Anglais. Les Anglais, c'est forcément pour nous, Français, des gens qui ne savent pas manger, ils ont cette espèce de chili rose, un peu comme ça, le matin au petit déjeuner. Et évidemment, nous pouvons les considérer comme des barbares culinaires, des gens qui n'ont pas de goût et pas de sophistication. Arrêtons-nous maintenant juste sur ces marchés d'Asie dont on vient de parler, ces insectes grillés, ces cafards, etc. Ces pangolins, ne revenons pas dessus. Eh ben, on va évidemment les traiter de barbares, on va se dire qu'ils sont pas bons, ils ne sont pas assez évolués, et voilà qu'ils nous font subir leur manque de civilité. Comment, c'est la question que je pose, il y a certainement des Québécois et des gens d'ailleurs ici, comment les Anglais appellent les Français? Peut-être que dans le chat, on verra très vite la réponse. Eh bien oui, les Français sont appelés par nos amis anglais les froggies. Les mangeurs de grenouilles, arrêtez-vous sur une grenouille. Est-ce que vous trouvez ça vraiment plus ragoûtant qu'une chauve-souris? La question se pose. Et demandons-nous si le fait de manger des escargots ne peut pas être perçu par des Américains comme un acte barbare. Alors voilà comment une façon de vivre, une façon d'être au monde peut être vécue comme sauvage, barbare, voire criminel par une autre civilisation qui refuse absolument, notre interdépendance et deux, le fait d'être menacé. Or voilà, ça y est, c'est fait, nous y sommes. Nous sommes menacés, riches, pauvres, de l'Est à l'Ouest du globe, du Nord au Sud. Alors évidemment, cette maladie souligne aussi les différences sociales, les inégalités sociales, et il y aura des différences de traitement, des différences de perception, certes. En revanche, le virus lui-même, il a fait le tour du monde en quelques heures. Et en quelques heures, il a fait ce qu'on n'a jamais réussi à faire lorsqu'on voulait sauver la planète du dérèglement climatique causé par l'effet humain.
on peut enfin s'arrêter et comprendre, vous avec moi aujourd'hui, pourquoi on parle d'une économie grippée. Le monde est interdépendant. Il est interdépendant au niveau des humains, de Sapiens Sapiens évidemment, mais depuis que 100 000 ans Sapiens s'est mis en tête de domestiquer des animaux, de les amener avec lui dans ce qu'il appelait des villages, de se sédentariser de plus en plus, eh ben, il a aussi pris les avantages, le lait, la viande, la laine, etc. Mais il a aussi pris les inconvénients de cette vie qui ne s'arrête pas. Alors voilà que Sapiens, qui s'est pris pour le chef-d'œuvre de l'évolution, alors l'acmé de tout ce que l'univers avait pu construire, ben, se rappelle à sa finitude et à son interdépendance biologique avec tout ce qui fait le monde. Alors, qu'est-ce que ça va lui dire? Qu'est-ce qui va se dire grâce à ça? Ben, j'espère deux choses. D'abord, se rappeler à la matérialité de sa propre existence. Oui, nous sommes des êtres d'esprit. Oui, nous vivons dans la projection. Oui, nous sommes capables de concepts. Oui, mais nous sommes aussi faits de matière. Et Patrick a l'habitude de parler du corpus animus spiritus. Et ce corpus, c'est une réalité. C'est une réalité concrète, tangible, et qui signifie aussi notre fragilité. Mais cette fragilité est une force. Elle est une force car elle nous amène à la limite de ce que nous sommes. Or, pour pouvoir, comme l'appelle Patrick, sortir de sa prison, ou comme le disent les anthropologues, pouvoir penser l'autre, c'est pouvoir grandir soi-même, sinon on n'aura jamais comme modèle de développement que de soi à soi, de sa tribu à de sa tribu, et on n'avancera pas. Eh bien, pour pouvoir voir de l'autre côté, il faut arriver aux confins. Nous sommes aujourd'hui confinés. Eh bien, c'est une chance car nous sommes arrivés aujourd'hui à une frontière qui va nous obliger à non plus voyager horizontalement, mais certainement à voyager verticalement. Il ne s'agira pas, à partir d'aujourd'hui, de se dire quel monde sera demain, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Mais je vais rappeler un grand principe général, issu de Darwin, et quelques principes particuliers. Darwin, s'il vous plaît, dès que vous entendrez quelqu'un dire Darwin, c'est la compétition, c'est la loi du plus fort, arrêtez-le tout de suite et offrez-lui la théorie de l'évolution, l'origine des espèces, et qu'il le lise sans lire les commentaires. Darwin, ça n'a jamais été la compétition. Évidemment, il faut se battre. Évidemment, pour survivre, il faut mettre en place des stratégies d'adaptation. Mais ce dont parle Darwin, c'est la nécessité pour toute espèce, si elle veut survivre, de développer deux capacités. La capacité de symbiose et la capacité de collaboration. Nous coévoluons à un point tel que 8% de notre corps, de notre organisme est fait par des virus. Voilà. Si vous voulez comprendre la théorie de l'évolution, qui est aujourd'hui exacerbée, que l'on devrait tous connaître, eh ben, relisez Alice au Pays des Merveilles dans Par-delà le miroir. C'est le deuxième livre d'Alice au Pays des Merveilles. Et vous allez comprendre que même si on est enfermé dans nos maisons, eh ben, c'est le moment justement de se remettre en action pour que l'esprit s'agrandisse, pour que notre état d'esprit évolue et redevienne à ce qui fait la réalité de notre existence et de notre développement. Alice au Pays des Merveilles. Elle est donc de l'autre côté du miroir et elle est dans la nature. Mais voilà, ben, qu'elle s'étonne parce qu'il ne se passe rien. Elle est vraiment très anxieuse. Alors, elle demande audience à la reine rouge. Vous savez, c'est cette reine qui coupe des têtes. On lui donne finalement audience. La reine est déjà agacée de voir arriver Alice dans son palais. Que veux-tu donc, Alice? Mais reine, je ne comprends pas ce monde. Qu'est-ce qui te chiffonne, Alice? Ben, voilà que rien ne bouge ici. Mais enfin, Alice, comment ça se passe dans ton monde? Ben, dans mon monde, quand je me meus, je vois les ruisseaux qui coulent, je vois les nuages qui filent, je sens le vent dans mes cheveux. Le monde bouge avec moi. La reine rouge, la reine de cœur, s'énerve et lui dit « Alice, sache que dans ce monde-là, si tu veux ne serait-ce que rester à ta place, il faudra que tu cours le plus rapidement possible. » Cette métaphore de la théorie de l'évolution nous indique que le mouvement est toujours là.
La volonté de puissance nietzschéenne, qui n'est pas le pouvoir, on comprend mal aussi la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est quand un enfant grandit. Hein, il ne cherche pas à prendre plus de place dans la maison, il grandit parce que la vie, c'est fait pour croître. Eh bien, cette volonté, ce qui nous meut, doit toujours trouver son terrain d'action. Eh bien, nous avons arrêté cette évolution pour basculer dans une mythologie mortifère qui est celle de la sécurité sociale. Alors, je ne parle pas de l'administration sécurité sociale, mais de cette mythologie qui fait que nous sommes dans un monde qui refuse de perdre et qui ne cherche pas à savoir ce qu'elle va pouvoir gagner. Nous sommes dans un monde qui veut absolument sécuriser tout ce qu'il a bâti en l'enfermant et donc en l'asphyxiant. Et c'est métaphoriquement la crise respiratoire du monde que nous sommes en train d'expérimenter. Merci Abdou pour cet éclairage. Je vais donc redonner la parole à Patrick et je te remercie beaucoup.